vais vous parler d'un sujet, la France-Afrique de l'eau. Alors, pourquoi l'Afrique? J'ai passé de nombreuses années de ma vie en Afrique. Mon père était médecin humanitaire au Togo. Et j'ai travaillé aussi en République centrafricaine. J'avais une vingtaine d'années dans l'administration centrafricaine. Des idées comme ça, un peu farfelues. Et j'ai un attachement fort aussi à un pays qui est le Tchad. Un engagement profond pour ce pays-là, qui m'a d'ailleurs valu d'être expulsé de là-bas. Le régime en place, pas un régime très très sympa. Et j'ai écrit 2 livres chez Albin Michel, 2 romans qui se passent dans le premier Là où la terre est rouge, qui se passe en Centrafrique, et le deuxième, Les enfants de Toumaï, qui se passe au Tchad. Donc c'est voilà, l'Afrique. Alors j'aime pas du tout ce mot-là, l'Afrique, parce que c'est pas un continent homogène où il y a des femmes qui pilent le manioc, les seins nus. Je pense qu'il faut sortir de cette image, bien parler des Afriques. Donc je connais une petite partie de l'Afrique. Et en fait, pourquoi je fais cette conférence aujourd'hui? C'est parce que Maxence Layet, qui s'occupe de la publication du magazine Horse, donc, qui était un magazine spécial eau, m'a demandé d'écrire quelque chose sur l'eau en Afrique. Moi, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas physicien. J'ai eu 2 au bac en mathématiques, donc je suis très mauvais dans ces questions-là. Et j'ai écrit donc un article que vous pouvez retrouver dans le dernier numéro sur la question du lac Tchad. On va en parler, le lac Tchad, puisque c'est un lac qui aujourd'hui a perdu 90% de sa superficie et on ne sait pas comment le renflouer. Et comme je travaille aussi sur toutes les questions, je dénonce beaucoup dans mes livres, dans mes papiers de presse, la persistance de la France-Afrique, parce que c'est un truc qu'on dit, chaque élection présidentielle, vous entendez le nouveau président qui va dire oui, France-Afrique c'est fini, plus de mallette, plus rien, plus de contrats, plus de sous-table, tout ça c'est fini, plus de soutien au dictateur. Et en fait, on se rend compte que ça continue comme avant, voire pire. Donc ça me paraissait, voilà, Maxence m'a mis au défi de rejoindre les 2 thématiques. La France-Afrique, et puis l'eau. Et puis d'essayer de vous parler. Alors, je vais essayer de vous parler de l'eau en Afrique, de la France-Afrique, après de lier les 2 à travers plusieurs exemples. Je vais vous parler de Bolloré. Hein. J'étais en train de préparer la conférence hier, et tout d'un coup, je vois une petite alerte sur Le Monde. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un chanteur qui est mort, et puis là, je vois Vincent Bolloré mis en garde à vue, alors que j'étais justement en train de récupérer des informations sur les ports en Afrique, parce que il possède 18 terminaux portuaires qu'il a acquis dans des conditions un peu cool. Voilà. Alors, comme on est un peu en famille, comme on dirait, on en cercle restreint, dans cette ambiance de fin de règne, c'est crépuscule des dieux, tout ça, c'est sympa. Sachez simplement qu'on va parler du fleuve Congo, là, que vous voyez au centre de la map. Je vais vous montrer qu'il est là, hein, on y reviendra après. De l'Ubangi aussi, qui est un fleuve qui va sur toutes les questions du renflouement du Tchad. Et ce que je voudrais dire, c'est que les Européens, la colonisation de l'Afrique, c'est faite par les fleuves. Et c'est quelque chose qui a toujours fasciné les Européens. Le premier qui est le premier Européen, c'est un Écossais. Il y a beaucoup d'Écossais. Je sais pas, peut-être qu'il y avait... ils voulaient fuir le climat de l'Écosse, le monstre du Loch Ness. Il y a beaucoup d'Écossais qui ont été explorateurs en Afrique. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Mungo Park. Alors, si vous êtes intéressé par ça, il y a un très bon livre d'un Américain qui s'appelle T.C. Boyle. J'ai mis tous les livres à la fin de la bibliographie, qui s'appelle Water Music, qui raconte l'exploration de Mungo Park. Et c'est un gars, à la fin du XVIIIe siècle, qui premier va remonter le fleuve Niger. D'ailleurs, à un moment, il va disparaître, on ne va plus le retrouver. Et en fait, les Européens ont conquis l'Afrique, le terra incognitae de l'Afrique, hein, par les fleuves, en remontant les fleuves. Alors, il y avait beaucoup qui mouraient de paludisme, de dysenterie, enfin, c'était absolument terrible. Il ne faut pas croire que l'Afrique était une terre vierge. C'est-à-dire qu'il y avait des grands empires, il y avait des gens très riches, hein, notamment l'empire du Mali, qui était à un moment l'empire le plus... On a pensé qu'un des empereurs du Mali, qui s'appelle Mansa Musa, était l'homme le plus riche du monde, parce qu'il avait 2 choses, il avait l'or, et puis il y avait le sel, et puis au Moyen-Âge, le sel, ça servait pour conserver les aliments en Europe, là, le bouchon pendant l'hiver. Vous avez un peu d'histoire. Vous connaissez tous Dr Livingstone, I presume, pardon pour le mauvais niveau d'anglais, et en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche les sources du Nil. Pour les Européens, c'était une fascination de chercher les sources du Nil. Et donc, le Dr Livingstone, c'était un Écossais lui aussi,
qui a fui le monstre du Loch Ness et qui a cherché les sources du Nil. D'ailleurs, il ne les a jamais trouvées, mais il s'est perdu en cours de chemin. Et un autre explorateur, qui lui était gallois, qui s'appelait Henry Stanley, est parti à sa recherche et a remonté le fleuve Congo, qui était à l'époque le grand fleuve, et a fini par trouver Livingstone. Et pour la petite histoire, vous savez que c'est qu'en 2006 qu'on a trouvé les vraies sources du Nil, et qui sont au cœur de la forêt tropicale rwandaise. Donc il a fallu attendre en fait 2006 avec tous les moyens technologiques qu'on possède pour trouver vraiment le cœur du Nil. Donc c'est quelque chose qui a toujours vraiment fasciné les Européens, c'est-à-dire c'est partir à la découverte des fleuves. Hein, et puis depuis l'époque romaine, hein, les empereurs Néron, Vespasien avaient envoyé des expéditions à l'intérieur de l'Afrique, des mecs qui n'étaient jamais revenus d'ailleurs, et pour essayer de trouver voilà, les fleuves. Aristote pensait que quand on descendait le Nil, finalement on se retrouvait au bout de la terre. Donc c'est une chose. Et la colonisation. La colonisation, moi j'ai une vision assez tranchée sur la colonisation, c'est l'ancêtre de la France-Afrique, puisque la France-Afrique découle de ça. Je vais vous refaire l'histoire, mais en 1884-1885, il y a une grande conférence qui s'appelle la conférence de Berlin, où les grandes puissances se sont réunies et ont partagé le gâteau, l'Afrique, comme un gâteau. Les Allemands, les Français, les Anglais, ils se sont partagés, et les Français ont récupéré tout ce qui est en vert pomme, cacadois, là pas très beau, et donc c'était l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et donc aujourd'hui c'est toutes les ex-colonies françaises qui sont soumises à la France-Afrique et qui parlent français. Et ce qui est très intéressant, c'est que la colonisation, à mesure qu'on s'éloigne des océans et des fleuves, devient de plus en plus dure. Vous avez une colonisation qui est assez douce, par exemple au Sénégal, à Saint-Louis, on essaie d'intégrer bon an mal an les autochtones. Attention, hein, on les considère toujours comme des êtres infinis. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on rentre à l'intérieur des terres, on a des gens de plus en plus brutaux. Par exemple, en Centrafrique, jusque dans les années 40, il y a eu un véritable esclavage. L'esclavage est aboli en 1848, mais jusqu'en 1940, vous avez un véritable esclavage en Centrafrique où des Français, des administrateurs coloniaux français obligent les soldats, les populations autochtones à travailler dans la forêt pour récolter le caoutchouc, à travailler dans les champs de coton. Donc c'est quelque chose qui existe et dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire le coût dramatique de la colonisation est réel. On a beaucoup parlé, Sarkozy avait parlé des bienfaits de la colonisation. Quand on voit par exemple des choses comme la construction d'une ligne de chemin de fer qu'on appelle Congo-Océan à travers le Congo, c'est 48 morts. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et effectivement, les fleuves sont utilisés à l'époque par les colonisateurs pour sortir les matières premières, le caoutchouc, le coton, et les ramener en Europe, voilà, où ils sont utilisés pour être transformés. Donc voilà. Et peut-être parler de l'eau qui a fasciné profondément les colonisateurs, parler aussi de la France-Afrique. Avant que tu enchaînes, peut-être parce que tu parles des morts, il faut peut-être dire aussi que le roi de Belgique, Léopold II, est resté dans le Congo, et que ça fait 10 millions de morts avant la conférence de Berlin, un extrait de caoutchouc qui a servi au premier véhicule à Dunlop aux États-Unis au moment de la vulcanisation. C'est quelque chose de très vrai. C'est-à-dire, en fait, Léopold II, qui était le roi de Belgique, un roi avec une grande barbe, a eu le Congo, non seulement à coloniser le Congo, mais le Congo était sa propriété personnelle. Hein, la propriété personnelle. Il y en a qui ont une voiture, une Fiat Panda, et puis il y en a d'autres qui ont le Congo. Et le problème, c'est que ça a été une oppression terrible, par 10 millions de morts, c'est ça, les maladies, l'exploitation, les prises d'otages qu'il y avait, c'est-à-dire pour forcer les gens à travailler dans les forêts, on prenait les familles en otage, ici, les travailleurs, les esclaves, parce qu'il faut dire ce qui était, s'enfuyaient, on tuait les gens, et notamment, il y a un bouquin qui est de Mario Vargas Llosa, qui est un prix Nobel de littérature péruvien, qui s'appelle Le rêve du sel, et qui raconte l'histoire d'un Irlandais, qui s'appelle Roger Casement, qui est allé faire un rapport sur justement les atrocités innommables que commettaient les Belges au Congo. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout, les Anglais, les Français, les Allemands avec les génocides en Namibie, ce qu'on appelle le génocide des héros. Donc voilà, ça nous éloigne un peu du sujet, mais c'est pour dire que la colonisation, on pourrait y passer, ça peut être l'objet d'une conférence à elle tout seul, c'est un crime innommable. Et en 1960, autour des années 60, on accorde l'indépendance aux pays africains. La France accorde sa indépendance à ses anciennes colonies. Donc vous avez André Malraux qui part dans les colonies et il fait toujours le même discours d'un pays à un autre.
Il a les mêmes lignes, il change juste le nom du pays. Et vous voyez, en fait, les dates d'indépendance des pays, d'ailleurs, c'est en fait le voyage d'André Malraux. C'est-à-dire le 11 août, il était au Gabon en 1960, le 13 août, le 11 août, il était au Tchad, le 13 août, il va en Centrafrique, le 15, il est au Congo-Brazzaville. Donc en fait, c'est le voyage de Malraux. Et là, on se dit, ah, super, bon, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sauf que derrière, il y a un système qui se met en place de contrôle des anciennes colonies où l'Élysée, et là, général de Gaulle, on a une personne que je pense que vous connaissez qui s'appelle Jacques Foccart, qui était le monsieur Afrique de Gaulle. En fait, les Français s'arrangent pour garder la main sur les anciennes colonies, et le mieux, c'est quand même de mettre des pantins à la tête de ces États. Alors, il y a quand même le plus célèbre d'entre eux, parce qu'il faut en parler, hein, Jean Bédel-Bokassa. Parler 2 minutes, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire, je pense que c'est indigne de voir. Son père a d'ailleurs été tué par l'armée française, parce qu'il s'était opposé à la colonisation. Et il a été élevé par les Pères Blancs, et il a combattu d'ailleurs, il a été capitaine dans l'armée française, il a combattu en Indochine, assez vraiment, et puis il se retrouve finalement, il finit par faire un coup d'État en Centrafrique en 1965, et il finit par devenir maréchal à vie, et se fait couronner empereur, comme son grand délire, c'était de faire comme Napoléon. Donc en fait, il a produit le couronnement de Napoléon à Bangui avec les chevaux blancs, le carrosse, tout ça. Ils ont fait venir les chevaux blancs de Normandie, sous la chaleur, sous 40 degrés, les chevaux sont morts. Enfin, c'était un personnage assez étrange, et il est connu pourquoi? Parce qu'il avait une grande amitié avec Giscard d'Estaing. Ils chassaient ensemble en Centrafrique. Et notamment, il avait donné quelques petites pierres à Giscard d'Estaing, ce qui avait été révélé plus tard par le Canard enchaîné, si ma mémoire est bonne. Et ça avait peut-être coûté l'élection présidentielle de 1980 à Giscard. Donc vraiment des personnages assez fantoches. Raconter juste une anecdote qui prouve le personnage. Un jour, Bokassa, il entend, il y a un journaliste à la radio Centrafrique qui parle pas correctement, qui n'a pas assez bien traité l'information, donc il prend son véhicule et puis il arrive à la radio Centrafrique. Et il dit mais toi, tu n'es qu'un vaurien, il commence à agonir le journaliste d'insulter. Le journaliste, au lieu de se morfond, parce que Bokassa tuait les gens, il dit mais toi aussi tu as volé, réponds à Bokassa. Bokassa s'arrête, personne n'a jamais parlé. Et bien il pose la main sur l'épaule, il dit toi, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc voilà, c'était des personnages comme ça, et derrière la France continuait à avoir la main mise, des militaires français présents, au Tchad, en Centrafrique, enfin partout, l'exploitation pétrolière, voilà, ça continuait, on continuait à piller les richesses de l'Afrique. Et surtout, il y avait un système qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est le financement de la vie politique française par les dictateurs africains. Donc le grand homme de ce financement, c'était Omar Bongo. Omar Bongo, il était au RIS, il venait avec des sacs Adidas, remplis de billets de banque, et avec tous les hommes politiques français, mais gauche, droite, extrême droite, même Jean-Marie Le Pen, venaient chercher de l'argent, et il tenait la classe politique française, tout le monde lui était redevable, parce qu'effectivement, c'était un petit émirat pétrolier, il avait des revenus du pétrole, et c'était de l'argent liquide qui permettait de financer les campagnes. On parle bien évidemment, ça commence à sortir dans les affaires de Kadhafi en Libye. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible parce que Kadhafi était aussi de ce genre. Donc voilà, vous avez un système vraiment institutionnalisé et on a toujours tendance à dire qu'il s'éteint à chaque présidence, mais en fait il perdure. C'est quelque chose qui continue sous d'autres formes, c'est quelque chose qui continue depuis, par exemple sous Hollande, ça a continué à ceci près que le centre de gravité de la France-Afrique s'est déplacé des diplomates vers les militaires. C'est-à-dire avec les interventions militaires au Mali, les interventions militaires en Centrafrique, on a déplacé ce centre de gravité-là, donc on a des militaires qui tiennent un peu le flambeau, parce que c'est le précaré de la France. Ça permet d'envoyer des militaires faire joujou en Afrique. Il y a les intérêts des entreprises, on va voir avec Bolloré, mais c'est Areva, c'est Total, enfin voilà, c'est énorme. Et ça permet aussi de financer des campagnes présidentielles ou des campagnes législatives. C'est quelque chose qui marche, je pense, qui marche jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on n'en ait jamais formellement des preuves. Donc, alors, voilà, cet exposé un peu sommaire, c'est vrai qu'il faudrait passer, je pense, longtemps sur la France-Afrique. C'est un sujet qui est douloureux pour les Africains, puisque les potentats qui sont mis à la tête de ces États-là, ils ne se préoccupent pas de développer leur population. Ils ne se préoccupent pas de développer leur population,
ils maintiennent leur population dans les bas-fonds des classements internationaux. Et derrière, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de développement, alors que souvent, c'est une antienne de dire ça, mais l'Afrique est riche, c'est le sous-sol de l'Afrique est riche. Il y a des compétences qui sont là aussi, il y a des populations assez éduquées, qui s'éduquent de plus en plus, qui ont envie de faire avancer le pays, et parce qu'on a des dictateurs, citer quelques-uns, Idriss Déby au Tchad, qui est là depuis 1990, Denis Sassou Nguesso au Congo, qui est là depuis 1997, mais qui était là avant depuis 1979, Paul Biya au Cameroun, qui est là depuis 1982. De toute façon, alors il est là, il est président, mais il vit 6 mois de l'année à l'hôtel intercontinental à Genève. Ce qui fait que quand il vient au Cameroun, il y a une presse satirique qui se titre « Visite de travail et d'amitié de Paul Biya au Cameroun », c'est-à-dire qu'il est censé être président chez nous. Donc il y a ça, et souvent il y a des liens, il y a un fort avec l'Élysée qui soutient ces dictateurs et refuse de faire avancer la démocratie, de promouvoir peut-être une liberté en Afrique. Alors, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler à l'eau. Qui dit eau dit port, qui dit port dit Bolloré. Je pense qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Et c'est vrai qu'on en parle un peu dans la presse, mais vous allez voir que, alors, c'est vrai pour Bolloré, mais c'est vrai pour toutes les grandes compagnies, en tout cas dans le secteur portuaire, en Afrique. Il y a les Émiratis, il y a les Espagnols, enfin, je veux dire, tout le monde fonctionne de la même manière, parce que c'est vrai que Bolloré a quand même usé des méthodes assez intéressantes et assez brutales pour conquérir son empire, finalement, son empire sur le continent africain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le commerce en Afrique, le commerce fluvial, le commerce maritime en Afrique, c'est que 3% du commerce mondial. C'est très peu par rapport à là. Mais c'est quelque chose qui se développe. Et Bolloré contrôle 16 terminaux portuaires. On a beaucoup parlé des 2 terminaux portuaires qui sont cités dans l'affaire pour laquelle il est mis en garde à vue, qui sont la Guinée-Conakry et le Togo. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il a fait en Guinée-Conakry? Au Togo, c'est pour récupérer les concessions de ces terminaux portuaires, il a proposé aux dictateurs en place, alors Guinée-Conakry c'est un peu plus compliqué parce que c'est un président élu, en tout cas, bon, voilà. Mais en tout cas au Togo, d'aider pour les campagnes présidentielles. C'est-à-dire sa société de conseil, puisqu'il a un empire financier qui s'appelle Havas, a fait le travail, a fait la communication, par exemple, de la campagne de Faure Gnassingbé, qui est le président du Togo en 2010. Donc c'était une manière de gagner une concession par des parts de marché. Vous avez eu aussi, par exemple, ça c'est pas cité dans l'affaire pour laquelle il met en garde à vue, il avait aussi candidaté pour avoir le port de Dakar. Et à l'époque, pour avoir le port de Dakar, il avait une chaîne qui s'appelle C8, qui est devenue D8, et il avait fait des publi-reportages pour glorifier le président du Sénégal. Il avait mis, je crois que le truc ça s'appelait Abdoulaye Wade, un grand d'Afrique. Le problème c'est qu'il n'avait pas eu le contrat. Évidemment, ça n'avait pas dû suffire. Mais il avait vraiment des méthodes comme ça. Et il y a aussi, en Côte d'Ivoire, vous savez qu'en 2000, il y a le grand Gbagbo qui est venu au pouvoir. Alors Gbagbo, ce n'était pas quelqu'un qui était très proche de la France-Afrique. Plutôt quelqu'un qui était un militant, qui a fait de la prison, qui était opposé à ces pratiques-là. Mais bizarrement, à partir de 2002, d'ailleurs le pays a été coupé en deux, puisqu'il y a eu des rebelles qui étaient soutenus par la France, qui ont pris le nord du pays. Mais bizarrement, en 2004, bonsoir. En 2004, Bolloré a récupéré la concession du port d'Abidjan. Il faut bien parce que le port d'Abidjan, c'est un grand port. Gbagbo lui avait donné. Et les Français, à un moment, Sarkozy veut renverser Gbagbo parce que son grand ami, c'était Ouattara. Alassane Ouattara. Vous savez qu'en 2010, il y a eu des élections présidentielles. Ouattara avait gagné les élections. On ne sait pas trop qui avait gagné les élections. Gbagbo s'est approché du pouvoir et la France a favorisé Ouattara jusqu'à faire voter des résolutions de l'ONU, tout ça. Moi, je ne prends absolument pas parti dans cette lutte. Toujours est-il qu'effectivement, il semblait que l'Occident soutenait un des camps. Bolloré, il s'est dit, mais
attends, la guerre civile, moi, comment je vais m'en sortir? Moi, j'ai le terminal pétrolier d'Abidjan, il faut que je fasse rentrer des sous. Sarkozy lui a dit, non, non, mais il n'y a pas de problème, il y a le Togo. Il y a le Togo. Si ça ne passe pas par Abidjan, c'est pas grave. Non, il y aura un peu de guerre, tout ça. Il y a le Togo. Et donc, c'est en 2010, vous voyez qu'au moment de la crise ivoirienne, tout d'un coup, Bolloré récupère le port de Lomé, qui est une voie, parce qu'en fait, quand vous avez le port d'Abidjan, non seulement vous déversez la Côte d'Ivoire, les pays proches de la mer, mais vous déversez aussi, vous alimentez tout ce qui est le Niger, le Burkina Faso, voilà, c'est ça. Et donc, il a récupéré la concession comme ça, et c'est pourquoi il est accusé en faisant la campagne présidentielle du dictateur en place, qui est d'ailleurs le fils lui-même du premier président qui a hérité le pouvoir de son père. Donc c'est vraiment c'est vraiment sur l'eau en Afrique, il y a une lutte profonde pour les ports. Et effectivement, là je parle de la France-Afrique, puisque Bolloré est quand même un représentant majeur de la France-Afrique. Hein. D'ailleurs, dernière petite histoire, au Cameroun, il avait le port de Douala, je crois, sous ton contrôle depuis la fin des années 90. Donc c'est un port qui non seulement alimente le Cameroun en marchandises, mais alimente aussi le Tchad, la Centrafrique, donc un port très important. Il voulait récupérer le terminal pétrolier de Kribi. Kribi, qui est tout le pétrole qui arrive du Tchad, est exploité depuis Kribi. La Banque mondiale a dit niet, comme il y a un problème de mise en concurrence, nous on ne veut pas que Bolloré ait les deux, il faut donner à des entreprises différentes. François Hollande va au Cameroun, et 2 mois plus tard, on se rend compte que le terminal pétrolier de Kribi est donné à Bolloré. Donc vraiment, il y a une implication du politique et des affaires qui se traduit véritablement dans les faits. Et moi ce qui me fascine toujours, c'est la capacité de ces gens-là à survivre aux différents régimes, parce que finalement, on pourrait s'attendre que Hollande ayant remplacé Sarkozy, on change les hommes. Mais finalement, ça perdure dans le temps. Vous savez que quand Mitterrand a remplacé Giscard, les ministères, on a vidé les dossiers du ministère, on a passé tous les dossiers à la Croix-Rouge. Le seul dossier qui a été transmis, les seuls dossiers, c'était les dossiers de France-Afrique. C'est ça, il y a eu une passation de service entre Focard et c'était Bat, c'est ça, qui est après Monsieur Afrique le premier Monsieur Afrique de Mitterrand. Il y a eu une passation de service. Vous ne voulez pas que ces intérêts-là se perdent. Et c'est vraiment vrai. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec Bolloré, moi je suis assez content, parce que finalement, le juge Tournaire qui a travaillé depuis 10 ans sur l'affaire des biens mal acquis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'affaire des biens mal acquis, c'est 3 présidents africains, donc le président de Guinée équatoriale, le président du Congo et le président du Gabon, qui sont accusés d'avoir détourné beaucoup d'argent, ce qu'ils ont sans doute fait. Et ce juge-là, aujourd'hui, met Bolloré en examen, on a la mise en examen de Nicolas Sarkozy, donc les affaires commencent à sortir, et je trouve que c'est bien, parce qu'il y a 10 ans, ça ne serait pas sorti. Il y a 10 ans, ça ne serait pas sorti. C'est un véritable micmac. Mais encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas propre. Bolloré a ses méthodes qui sont contestables et ça, mais c'est pas propre. Par exemple, la Chine est en train de développer ce qu'on appelle une nouvelle route de la soie. Nouvelle route de la soie, et tout ce qui est l'Afrique de l'Est, vous savez, le Mozambique, le Kenya, ils sont en train d'acheter tous les ports, avec évidemment des dessous de table énormes, la corruption est énorme, pour se construire un véritable empire. Donc vous avez un jeu, un épicentre, lutte des grandes puissances en Afrique, et qui passe notamment par l'eau, par les ports. Je pense que c'était quelque chose qu'il fallait aborder. Alors, la question de l'accès à l'eau. Je ne vais pas vous sortir des chiffres qui sont assez barbants en disant qu'il y a 300 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'eau. Pourtant, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on fait 10 km aller, 10 km retour pour aller chercher de l'eau, qui en général est insalubre. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'était un des objectifs millénaires pour le développement. Il faut savoir que les sociétés publiques, en tout cas en Afrique francophone, de distribution d'eau, sont absolument... c'est un état lamentable. C'est un état lamentable. L'eau est de mauvaise qualité. Il y a des coupures d'eau qui sont fréquentes. Par exemple, en ce moment, à N'Djamena, on coupe l'eau. On l'utilise des fois pour des moyens de pression. J'ai des amis au Tchad qui sont opposants. Tout d'un coup, on va leur couper l'eau. On leur sort une grosse facture. On dit, vous allez consommer 500 € d'eau. Et puis, on vient leur couper l'eau. Donc, c'est vraiment incroyable. Et ça peut être un levier de lutte d'influence. Par exemple, en Afrique, ces sociétés d'eau sont quelquefois privatisées. Et vous avez un acteur qu'on connaît bien qui arrive, qui s'appelle Veolia. Tout d'un coup.
hein, parce qu'il n'y a pas de petit profit, ils rachètent ces sociétés-là, et puis ils commencent à tout privatiser. Le problème, c'est qu'il y a des populations qui n'ont pas les moyens de payer, et alors là, il n'y a aucune pitié, on coupe tout, et souvent pour un service de très mauvaise qualité. Là, ce qui se passe, qui est assez intéressant, ce qui se passe au Gabon, c'est que Veolia a le contrat depuis les années 90, il semble, et en fait, au Gabon, parce que Ali Bongo, vous connaissez Omar Bongo, j'en ai parlé, donc Omar Bongo, son fils lui a succédé. En général, ça marche assez bien la monarchie en Afrique, pas partout. Il y a des pays qui avancent, mais ça marche assez bien, donc son fils lui a succédé. Et son fils, quand même, il commence à avoir des petits problèmes avec la France. La France ne le soutient plus comme avant. Ils lui ont dit que quand même, tu as envoyé un hélicoptère bombarder le QG, le quartier général des rebelles, des opposants, c'était... Ils n'ont plus rien à faire. Ils ne savent plus comment vivre. Et bah forcément, ils sont prêts à se jeter dans les bras de n'importe qui. Et donc, il y a des prédicateurs qui sont arrivés et ils ont recruté tous les pêcheurs Kanuri. C'est l'ethnie qui fournissent les pêcheurs du lac Tchad pour en faire des mercenaires, des fous de Dieu qui après se sont jetés à l'assaut d'îles plus ou moins semi-désertiques au lac Tchad et puis qui ont même fait des incursions jusqu'au Tchad. Donc il faut savoir que c'est pas seulement le lac Tchad qui perd 90% de sa superficie, c'est triste, mais il y a des impacts sur la population. C'est-à-dire il y a des impacts vraiment sociaux, géopolitiques sur ça. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, hein, le terrorisme, par exemple Boko Haram, a toujours recruté dans les régions les plus déshéritées. Le nord du Nigeria qui est complètement abandonné par l'État, le sud en fait qui est riche en pétrole, le nord n'a jamais intéressé grand monde. Le nord du Cameroun aussi a été abandonné par l'État central, par le pouvoir de Yaoundé. Donc c'est là qu'on a recruté Boko Haram. Et le lac Tchad a véritablement été un bassin où a prospéré cette milice-là islamiste. Islamiste, il y a beaucoup de trafic, il ne faut pas croire, il y a la drogue, c'est une marque, hein, c'est un peu comme Burger King ou McDonald's. Voilà, faut pas croire que Boko Haram, ce sont tous des fous de Dieu absolument brigadés. Mais ça a joué sur cette misère-là sociale. Et là, alors, ça fait partie des grands projets, c'est un peu le canal, j'ai appelé le canal du Midi tropical. C'est un projet Transaqua. Ça existe depuis les années 70. Alors pourquoi Transaqua? Pourquoi ce nom un peu étrange? C'est parce qu'en fait, à la base, c'était une société italienne qui avait monté ce projet. Donc l'idée, c'est de sauver le lac Tchad. Et on se dit, mais où on va prendre l'eau? On va prendre l'eau parce qu'il faut quand même réussir à abonder en fait le Chari qui est le fleuve qui fournit le lac Tchad en eau. Donc on a monté avec plusieurs pays, donc c'est un projet qui est encore qui a été repris récemment, qui a été abandonné pendant longtemps, qui a été repris récemment par les Chinois. Alors il y a un truc absolument hallucinant, si vous voyez le logo là, c'est Solidarité Progrès. C'est un des grands chevals de bataille de Jacques Cheminade. Alors ne me demandez pas pourquoi Jacques Cheminade s'intéresse au lac Tchad, mais c'est son dada. Il rêve de faire ça, et à chaque campagne présidentielle, il s'est présenté ici, il s'est présenté cette année, mais à chaque campagne présidentielle, il nous sort un laïus sur le lac Tchad, et comment sur le lac Tchad, je ne sais pas s'il a des parts dans la société, mais toujours est-il. Alors, la grande idée au départ, c'était de prendre les eaux de l'Ubangi. Alors, l'Ubangi, c'est un fleuve qui passe au sud, en Centrafrique, qui passe en Centrafrique et qui fait la frontière avec la République démocratique du Congo et qui passe à Bangui. Sauf que l'Ubangi, lui-même, à cause de la désertification et des sécheresses de plus en plus grandes, se retrouve pas navigable une grande partie de l'année. C'est pas possible de prendre les eaux. Donc le grand projet, ça serait de prendre les eaux du fleuve Congo. J'en parlais au départ, le fleuve Congo, c'est un fleuve très puissant, je crois, 45 000 m3/s. Pour vous donner une idée, le Lubangi, il est à 3000 m3/s, c'est pas vraiment le même débit, et de faire une sorte de canal du Midi tropical qui ferait 2400 km et d'aller jusqu'en Centrafrique et puis de remonter et de rejoindre le Chari jusqu'au lac Tchad. Sauf que quand même il y a un certain nombre de problèmes. C'est que les Congolais, la FDC Congo, disent mais nous on n'est absolument pas d'accord puisque on construit des centrales hydrauliques sur le Congo, des barrages hydrauliques, donc vous allez nous prendre du débit, ça nous intéresse absolument pas. Alors, je pense que vous êtes au courant qu'en Centrafrique, il y a quelques petits problèmes en ce moment. Ça me paraît quand même compliqué dans un pays en proie à un chaos total, parce qu'il faut dire très clairement, la Centrafrique, malheureusement,
est un pays très riche, mais un pays, on prend un cas autre taille, de construire un canal, d'assurer la sécurité des soufriers, ça semble quand même compliqué. Mais c'est vraiment, parler des projets pharaoniques qui s'en est un. Et c'est souhaitable d'ailleurs que ça réussisse. Alors il y a des réunions, on fait des réunions, on fait des trucs, mais il y a des intérêts des États qui sont très forts. Mais c'est vrai que pour sauver le lac Tchad, à un moment, il va falloir mettre les bouchées doubles, et c'est ce projet-là. Mais est-ce qu'il verra le jour? Je ne sais pas. Ça, c'est de ça dont je parle dans mon article, et justement, ça illustre tout ce problème de géopolitique de l'eau. Alors, effectivement, la Banque mondiale, la France, toutes les grandes puissances poussent vraiment pour que ce projet se réalise. Le problème, c'est qu'il y a des États souverains, la RDC est un État souverain, et ça pose le problème à qui appartiennent les fleuves. Hein. On a vu, on parle par exemple, en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a reconnu que le fleuve avait une personnalité juridique, une sorte d'être vivant récemment. Donc voilà, qui a la gouvernance du fleuve? Est-ce que ce sont les États qui sont traversés? À combien de pourcents? C'est un vrai problème. Je parlerai aussi de la question du Nil après. Je pense que c'est une véritable question, donc c'est quelque chose à suivre, et c'est une actualité qui est censée être relancée tous les ans, on en revient. C'est assez intéressant. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du fleuve Bangui. C'est le fleuve dont originellement, parce que c'était beaucoup plus près que le fleuve Congo, on voulait prendre les eaux pour aller les déverser dans le lac Tchad. Il se trouve que, pour la petite histoire, moi j'ai travaillé en Centrafrique pendant 2 ans, et mon grand-père aussi a travaillé. Vous allez voir, je vais vous sortir des vieilles photos de famille, tout ça, c'est assez génial. Des photos d'autres choses. Mon grand-père avait travaillé, il avait monté des machines textiles à la fin des années 50 à Bangui. Donc il avait fait des photos à l'époque de ce qu'était le fleuve de Bangui. Et moi je l'ai vu de mes propres yeux, puisque je voyais la situation actuelle. J'ai quitté la Centrafrique en 2011, et je pouvais la comparer à celle qui prévalait dans les années 60. Et je vais vous montrer une petite image. Hein. Ça, c'était une photo. C'est le moment qu'a choisi la. Alors ça, c'est les chutes de Boali. Ça, c'est les chutes, je vais vous montrer. C'est les chutes de Boali. C'est un très très bel endroit. Alors en ce moment, il y a des milices qui logent là-bas, donc je ne vous conseille pas d'y aller. Mais sinon, c'était beau avant. Enfin, ça doit être toujours beau, mais c'est pas l'endroit où vous passez vos vacances. Avant, il y avait un bel hôtel, vous pouvez passer la nuit là-bas. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Bon, ils ont investi l'hôtel, donc forcément, la Centrafrique est un pays magnifique. Enfin, il y a des pays, c'est un pays très sauvage. Et voilà. Voilà, c'est cette moto. Donc, photo prise en 1950. Fin de la colonisation. Vous avez des 2 chevaux, là. Enfin, je pense que c'est des 2 chevaux, ça. Hein, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des pirogues sur le Bangui. C'est-à-dire là, vous avez des conteneurs, il y avait un port. Alors, ils sortaient le caoutchouc, ils sortaient le coton, et ils ramenaient des biens qui étaient plutôt destinés d'ailleurs aux Occidentaux, hein, soyons clairs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des pirogues, c'est-à-dire la moitié de l'année en saison sèche, le fleuve n'est pas. Il y a des chiffres. En 1960, c'était 6000 m3 seconde, et aujourd'hui, c'est 3000 m3. Donc vous avez une déperdition de la moitié du fleuve, et c'est même pas à cause des cultures, puisque l'agriculture finalement en Centrafrique est assez embryonnaire. Il y a quelques détournements, mais qui sont mineurs, hein. On ne peut pas attribuer ça à une agriculture intensive, mais c'est une réalité. Et il y avait un port conteneur à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est pas lié à moi, quand j'y étais en Centrafrique, à l'époque 2010-2011, c'était avant la crise qui a déchiré le pays en 2012, mais c'était une réalité. C'est-à-dire, il y avait quelques pirogues qui passaient, il y avait la République démocratique du Congo en face, vous traversez le fleuve, c'est la frontière, donc vous allez de l'autre côté à Zongo. Alors, le grand jeu, c'était quand même quand il y avait un coup d'État, les opposants, ils prenaient la pirogue, ils passaient de l'autre côté, donc ça c'est au moins le fleuve, c'est vrai. Et je raconte dans mon premier livre, justement, la première scène, c'est un jeune homme blanc qui finit sur une barque à descendre le fleuve. En fait, ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'ai fini moi aussi par devoir fuir la Centrafrique, et j'ai fini sur une barque, et voilà. Bon, j'ai descendu du Bangui, non pas en conteneur, mais en pirogue.
Et je me suis retrouvé de l'autre côté en RDC, mais c'est incroyable de voir ça. Moi, quand j'ai vu cette photo-là, quand j'ai retrouvé les photos dans les archives de mon grand-père, j'étais sidéré. J'étais sidéré parce que je me suis dit, mais la nature change. C'est vrai, on parle de réchauffement climatique comme ça paraît très abstrait, très dans les terres, mais en réalité, c'est quelque chose qui est là, qui est réel, et qui se double après par le fait que, souvent après les indépendances, à cause de la France-Afrique, à cause de justement ces dictateurs-là qui n'étaient que peu soucieux du développement de leur peuple, on a laissé tomber, on a tout laissé tomber. Et ce commerce-là sur les fleuves, qui était balbutiant à l'époque des colonies, qui même a existé à l'époque des grands empires, l'empire du Mali, le royaume du Kanem-Bornou, a disparu. Donc maintenant, on essaie de le réhabiliter, on essaie de penser à des projets comme le projet Transaqua, mais c'est quelque chose de très compliqué. Et je pense que c'est une réalité qu'il faut bien attaquer. Et on ne peut pas seulement l'imputer à le développement du transport aérien, parce que vraiment le fleuve reste en Afrique quelque chose de très important. Alors, on peut parler on s'éloigne un peu de la France-Afrique, de la zone, de la sphère d'influence française en Afrique, mais je pense que c'est un sujet dont il fallait évoquer. On a parlé des sources du Nil avant. On a parlé des sources du Nil. Vous savez, vous avez deux Nils, le Nil bleu et le Nil blanc. Donc le Nil blanc qui finit par trouver sa source, celle qu'on a trouvée en 2006 dans les forêts tropicales du Rwanda, et le Nil bleu qui prend sa source en Éthiopie. Vous savez, le Nil, ce que ça représente pour les Égyptiens. Ouais, je trouve que j'ai un appartement au Caire et j'y vais souvent. Il faut dire que sans le Nil, l'Égypte aurait quand même des difficultés à se développer. Et c'est vrai que vous avez 100 millions d'habitants finalement qui sont concentrés sur une mince bande de terre. C'est assez impressionnant. La densité, finalement, l'Égypte est un pays très peu occupé en termes d'espace. Le reste, c'est désertique. Il y a cette source matricielle qui le traverse de part en part, qui est assez impressionnante. Là, aujourd'hui, vous avez l'Éthiopie qui veut construire un barrage sur, donc toujours hydraulique, parce qu'on veut produire de l'électricité. C'est souvent ça en Afrique, c'est la production électrique. Que ça soit, on en construit en ce moment au Niger, on a arrêté de construire en Centrafrique, on en construit au Congo, on en construit en Éthiopie. Les centrales nucléaires, c'est un peu cher, et puis c'est pas trop sûr depuis Tchernobyl et Fukushima. Les centrales thermiques, ça marche pas très bien, et puis à entretenir, c'est quand même assez coûteux, pour le rendement n'est pas très bon. Donc on construit des centrales hydrauliques sur le fleuve, c'est vraiment bon. Donc les Éthiopiens se sont dit, tiens, chouette, on va être indépendant énergétiquement, on va construire le grand barrage qu'ils appellent le barrage de la Renaissance, sauf que ça va réduire le débit du Nil de 2%. Et les Égyptiens sont absolument pas d'accord. Ils disent, mais nous, même 2%, ça va impacter nos cultures, ça va nous créer des problèmes. Donc il y a véritablement une négociation tripartite, puisqu'il y a le Soudan qui est impacté dedans, puisque c'est au Soudan que se fait la séparation entre le Nil bleu et le Nil blanc. Donc il y a un jeu de pouvoir, surtout que l'Égypte ne s'entend pas du tout avec le Soudan. On a eu des gros problèmes avec le Soudan, donc il y a une alliance Soudan-Éthiopie pour essayer de faire passer ce barrage avec l'Éthiopie qui a donné des grosses contreparties au Soudan, donc ça chauffe en ce moment. Alors, aux dernières nouvelles, ils étaient arrivés à un accord, mais ils achoppaient sur la question de en combien de temps on allait remplir le lac de barrage. Les Égyptiens voulaient que ça se passe en 15 ans, et puis les Éthiopiens voulaient que ça se fasse un peu plus rapidement, en 5 ans. Donc il y a une vraie guerre autour de l'eau qu'il ne faut absolument pas négliger, des grands intérêts. Et c'est vrai que, par exemple, les grandes structures, la Banque mondiale, le FMI, poussent sur ça. Et je ne sais pas que sur les questions de l'eau, il ne faut absolument pas négliger l'impact des grandes institutions financières en Afrique. Et l'impact négatif. Moi, je le dis très clairement. Vous savez, quand tu dis ils poussent sur ça, le FMI, la Banque mondiale, quelle est leur position? Ils poussent sur la construction du barrage. Ouais, ils ont tout fait. Les Égyptiens étaient arc-boutés en disant nous, on n'en veut pas. Ils étaient prêts à déclencher une guerre. Ouais. Et la Banque mondiale, le FMI qui financent ça et qui soutiennent vraiment l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un bon client de l'aide internationale. Donc, ils poussent sur ça et puis ils favorisent le projet. Ils ont un peu parrainé, entre guillemets, un accord entre l'Éthiopie
et l'Égypte, accord qui a été signé je crois en 2015 et qui n'est toujours pas mis en œuvre parce qu'il y a la question de la durée de remplissage où tout le monde n'est pas d'accord. Et effectivement, les grandes institutions financières qui financent ces projets de barrages hydrauliques, moi, ont toujours eu un impact négatif en Afrique. Vous savez, le FMI dans les années 90, ils ont inventé un super truc, ils ont une super idée, ça s'appelle les passes. Je pense que c'était la pire idée, la pire chose qui soit arrivée à l'Afrique depuis les indépendances. Même Bokassa, encore, ça allait, lui se faisait couronner avec ses cheveux blancs, voilà, c'était du folklore. Et en fait, le pass, c'est quoi? C'était, on vous donne des facilités de crédit, et en échange, vous faites des économies sur tout. Vous virez la moitié des fonctionnaires. Vous faites des coupes, pas des coupes dans le budget de l'armée, malheureusement, des coupes dans la santé, des coupes dans l'éducation, des coupes dans l'accès à l'eau. Et ça a mis des pays en guerre. On voit tous les conflits qui sont apparus dans les années 90 en Afrique. Effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a la démocratisation. Je ne dis absolument pas que c'était une mauvaise chose, mais tout d'un coup, on est passé d'un régime à parti unique avec des grands dictateurs, avec le multipartisme. La deuxième chose, c'était l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique. On s'est retrouvé avec des stocks d'armes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lord of War avec Nicolas Cage. Vous pouviez aller venir acheter des chars d'assaut en gros. Allez, oui, achetez-en 3, je vous offre le 4e. Enfin, c'était ça. Et donc ça a inondé le marché africain et ça a facilité les guerres. Et effectivement, la troisième chose, c'est l'impact du FMI et les politiques d'austérité qu'on a dû mener dans ces années 90-là. Ça a été terrible. Ça a été, par exemple, au Rwanda. C'est absolument pas le seul facteur, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais au début des années 90, on a mis beaucoup de fonctionnaires à la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fonctionnaires-là? Ils ont pris des machettes, ils sont allés faire des barrages. Et quand le génocide a commencé, ils se sont donnés à cœur joie. Et c'est quelque chose de très... Moi, j'ai toujours eu du mal avec ces grandes institutions financières qui venaient de haut en imposant ces grands projets-là, ces projets pharaoniques, et en disant c'est ça. Et puis on ne doit pas discuter. Et tant pis sur l'impact sur l'environnement, parce qu'il faut savoir que les grands projets, l'impact environnemental, on ne réfléchit pas une seconde. On s'en fout. On construit. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que pour le projet Transaqua là, sur le lac Tchad, on ait réfléchi 5 minutes à ce qu'on allait traverser. Il faut savoir que le Congo et la Centrafrique, c'est une réserve de biodiversité incroyable. Incroyable. Donc on va creuser un canal au milieu. Non mais très bien, sauver le lac Tchad, mais il faut voir ce qu'on perd aussi. On va creuser un canal au détriment pour passer au nord du Congo, vous avez la forêt équatoriale, c'est un réservoir immense de biodiversité. Et on ne réfléchit pas à ça. On ne réfléchit pas à ça. Donc c'est vrai que c'est problématique. Évidemment, les dictateurs qui sont toujours versés dans l'hubris, dans la démesure, sont très contents. Des grands projets comme ça, mais c'est super, c'est bien, ça amène l'argent de la communauté internationale, on peut s'en mettre un peu dans les poches. Et puis derrière, ça permet d'avoir dit qu'on a fait quelque chose de grand, même si en général, c'est pas forcément réalisé. Regardez, le projet Transaqua, ça a commencé dans les années 70, et c'est pas fini. Donc il y a vraiment une géopolitique de l'eau. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple sur un pays que je connais un peu, qui est la Libye. La Libye, vous savez, depuis l'intervention de notre cher ami Nicolas Sarkozy, appuyé de Bernard-Henri Lévy en 2011, a renversé Kadhafi, pour les motifs qu'on sait. Et ce pays s'est trouvé sans dessus. Il faut savoir que le sud libyen, outre qu'il regorge de pétrole, regorge à des immenses nappes phréatiques. D'ailleurs, qui ne sont pas en Libye, qui descendent sur le Tchad, qui descendent sur le Libye. Et Kadhafi avait construit dans les années 90 un réseau de 3000 km de canalisation pour amener l'eau, pour abonder en eau les grandes villes du nord libyen, Tripoli, Misrata, Benghazi. L'OTAN est venu à tout bombarder. Ils ont bien évidemment, parce qu'il fallait couper toutes les villes, détruit ces canalisations-là. Et aujourd'hui, le réseau est HS. Le réseau est HS. Moi, je ne suis pas des gens qui disent que Kadhafi était un homme bien. C'était un dictateur de la pire espèce. Et il a fait beaucoup de mal et il méprisait profondément les Africains malgré tout ce qu'il laissait en... C'était quelqu'un de profondément raciste. Et d'ailleurs qui avait signé des accords avec Berlusconi déjà pour bloquer les migrants à l'époque. Mais un des enjeux du contrôle du sud libyen aussi, c'est de contrôler ces nappes phréatiques. Parce qu'il y a le contrôle de l'eau. La désalinisation de l'eau, ça coûte très cher. Il faut des... Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un spécialiste, il faut des techniques. Et le sud libyen, et il y a un véritable enjeu autour de ça pour contrôler ces nappes phréatiques, les pomper et avoir cette indépendance-là en eau, permettre
aux villes du Nord, les grandes villes, d'avoir un accès viable. Donc vous avez un rôle majeur de l'eau en Afrique. Je chie très rapidement, on a peut-être entendu dans l'actualité le RIF marocain qui s'est soulevé l'année dernière. Alors c'est pas la seule raison. Il y avait effectivement le problème que cette région-là est la région oubliée du Maroc. C'est-à-dire oubliée des touristes, oubliée du développement, c'est pas Marrakech. Mais derrière, il y avait un problème, on a appelé ça les émeutes de la soif. Il y avait des gens qui sortaient dans la rue parce qu'il y avait des coupures d'eau interminables. Les gens n'arrivaient plus à s'approvisionner, ils étaient obligés de faire des kilomètres. On avait l'impression qu'ils étaient en Éthiopie. Le Maroc, c'est quand même un pays développé. Et en plus, avec les RIFA ont toujours été des grands révolutionnaires. Vous savez, quand les Français sont venus dans les années 20, et les Espagnols, ils en sont souvenus. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire un petit tour des grandes problématiques autour de l'eau. Il y en a plein en Afrique australe aussi, des disputes géopolitiques autour de l'eau. Mais tout ça pour dire qu'on aura un bon accès à l'eau, on aura une bonne réalisation des grands projets, que quand on aura une bien gouvernance. Quand on a arrêté avec des présidents qui se soucient plus des dessous de table que vont leur donner Bolloré, hein, et qui sont véritablement intéressés par le développement de leur population. Moi, je pense que les exemples que j'ai donnés, là, après, peut-être on essaiera d'échanger, parce que j'ai beaucoup parlé, les exemples que j'ai donnés sur le lac Tchad, sur le fleuve Bangui, ce sont des véritables drames qui impactent les populations, qui impactent l'économie, qui impactent le fonctionnement d'une société même. Et à un moment, il faut des États qui prennent les choses en main. Je veux dire, c'est pas normal que depuis 1970, on voit que le lac Tchad est en train de se réduire, puis tout le monde se regarde en chien de faïence en disant, bah, finalement, c'est pas si grave. Alors que si, et ça crée des zones de conflit, comme on a pu voir au lac Tchad, comme on a pu voir au Darfour. Donc moi, je pense que c'est la bien-gouvernance. Et qui dit bien-gouvernance dit enfin la France-Afrique. Très clairement, il faut arrêter de soutenir, à un moment, c'est complètement anachronique qu'au XXIe siècle, en 2018, il y ait le président français qui aille récompenser ses petits administrateurs de la coloniale, parce que je les appelle comme ça, ou sous-préfets de la coloniale, en leur donnant des ordres, en leur disant ce qu'il faut faire, et au détriment des aspirations des populations à la liberté, parce que je pense que c'est un bien, sans être occidentaliste, c'est un bien précieux pour tout le monde, c'est un bien universel, et les aspirations de développement. Et ça passera par une bonne gestion de l'eau. Merci. Merci. Tu peux continuer. Voilà, merci, bonsoir, je m'appelle Makaïla Onyeblad, je suis journaliste et blogueur tchadien, je vis en France depuis 2013. Je ne suis pas surpris du travail formidable de Thomas, que je connais très bien, qui maîtrise parfaitement les questions africaines, notamment l'Afrique centrale, parce qu'il a vécu et en Centrafrique et au Tchad, il connaît le Togo, donc la problématique de l'eau qu'il a soulevée aujourd'hui est très, très pertinente, parce qu'il est aussi préoccupant dans la mesure où il a tout dit tout à l'heure, si aujourd'hui on est à l'origine des conflits, notamment dans le lac Tchad, on a observé en 2015, la France a accueilli le sommet sur l'environnement. Mais on a vu que, comme il a dit tout à l'heure, c'est que les États africains sont en train d'instrumentaliser la question de l'eau au profit de leur pouvoir, notamment en direction des institutions internationales, que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le FMI. Donc on arrive à une situation où les populations locales sont aujourd'hui prises en otage par ces États-là. Et j'ai aimé sa chute parce que le fait qu'il interpelle les décideurs politiques européens de se pencher plutôt sur les questions démocratiques, de faire en sorte qu'on ait une solution plutôt pacifique que de maintenir des régimes contestés par les populations. Tout tourne autour de la démocratie. Or, la démocratie, de notre point de vue, n'est pas une préoccupation pour les Occidentaux, et notamment la France, qui est très très engagée sur le continent africain. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes ici présents, on est tous interpellés. Et au premier niveau, les décideurs politiques français. Donc, la question de l'eau, les centrales, que ce soit en termes de stabilité, que ce soit en termes de respect des droits de l'homme, que ce soit en termes des questions environnementales, tant qu'on n'a pas résolu le problème
de la démocratie, de la bonne gouvernance et surtout de l'aide publique internationale. Il a soulevé la question du Fonds monétaire international en faisant allusion au plan d'ajustement structurel de l'époque. Il a parlé du pacte. Et donc le pacte, dans les années 90, était à l'origine. Aujourd'hui, un génocide économique. Tout à fait. Ouais, donc aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à se dire l'Afrique est étranglée par des dettes. Elle coule sous des dettes. Et on n'a pas de répondants capables de nous aider à nous tirer. Quelques points de vue des universitaires, quelques points de vue des chercheurs, mais on n'a pas vu effectivement des décideurs politiques européens et français vraiment se préoccuper de ces questions de l'eau. Or, on a espéré en 2015, moi je vais rentrer de Dakar, j'ai rentré de Dakar parce que je vais en prendre, mais j'étais parti à Dakar pour un sommet, j'ai venu à Dakar, j'ai fait un tour au niveau du sommet, mais j'ai l'impression que on a hyper médiatisé la question du lac Tchad, mais au finish, c'est qu'il n'y a pas de conclusions concrètes qui ont suivi effectivement le sommet du Paris. Aujourd'hui, la situation est très préoccupante, la population du lac Tchad vont continuer à émigrer, vont continuer à s'évader, vont continuer quand même à vivre cette situation tragique menée aujourd'hui par Boko Haram. Je pense qu'il interpelle non seulement la France, mais il interpelle l'ensemble de la communauté scientifique et la communauté internationale. Donc je pense qu'il faut que nous autres qui sommes ici essayons de réfléchir comment trouver des réponses appropriées, et cela passe notamment par une forte pression sur les décideurs politiques français et aussi européens, mais au-delà des décideurs politiques internationaux. Voilà ce que je pense. En tout cas, une fois de plus, je te félicite pour ce travail. Mais arrête, tu me connais. Vraiment, c'est préparé. Qui pourrait aider à sensibiliser. On a répété avant. Et qui pourrait aider à sensibiliser les gens, c'est la thématique de l'eau en Afrique. Mais je pense qu'il y a une thématique sur l'eau et plus généralement sur l'environnement. Les présidents africains, pas tous, hein, et encore, vous avez l'Afrique de l'Ouest qui avance. Peut-être à part le Togo, la Mauritanie, il y a quand même une avancée en Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez des vieux potentats qui sont là, qui sont assis sur des tas de richesses, hein, l'or, le diamant, le pétrole, et tout ça, et qui ne veulent pas trop en partir. Moi, avec le soutien de la France. Mais l'environnement, pour eux, c'est un gadget. Ils viennent aux réunions parce que ça permet de rencontrer Macron et puis de discuter sur les problématiques de sécurité. Mais, pardon de te dire, ils s'en fichent comme de l'an 40. C'est pas des problématiques qu'on a. Et moi, ce que je trouve absolument scandaleux, c'est qu'on dit, je te laisse tout de suite la parole, on dit aux Africains, non, on va lutter contre le réchauffement climatique, donc ne polluez pas. Et en France, est-ce qu'on est vu quelqu'un est venu au 19e siècle, pendant la révolution industrielle, leur dire, mais les gars, ça serait bien que vous ne construisiez pas d'usine en Angleterre à charbon parce que ça polluait. C'est-à-dire, on dit aux Africains de ne pas se développer. Pas se développer. Et ça, on leur dit oui, mais on va créer un fonds, d'aide publique pour compenser justement le fait que vous polluez moins et vous vous développiez moins. Mais est-ce que l'aide au développement est une solution de long terme? Moi, je ne pense pas. Thomas Sankara, qui était président de Burkina Faso, disait il faut mieux faire un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. On ne peut pas dépendre. Moi, quand je travaillais en Centrafrique, je travaillais dans l'administration centrafricaine. Je leur ai dit mais ça serait bien qu'on fasse un plan de sortie de l'aide au développement en 25 ans. L'idée, c'est pas de sortir là maintenant, parce que sinon, quand on a 80% du budget qui est apporté par l'aide au développement, tu ne peux pas sortir comme ça. Mais petit à petit, qu'on en sorte, que les recettes propres, on fasse des projections, prennent le pas sur l'aide au développement. Et sur l'histoire du climat, c'est vraiment vrai, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Il y a En 92, c'est par rapport à leur rapport à l'environnement. En 92, donc, à la veille du sommet de Rio, il y avait, ça s'appelait encore Lorston. Il y avait une antenne à Yaoundé, le Rio s'appelait Jacques Bonvalot. Donc Jacques m'appelle, il me dit écoute Lionel, j'ai un petit souci parce que ils sont en train de préparer la conférence de Rio, mais j'ai l'impression qu'ils confondent complètement l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce sont de se mélanger complètement les pédales, mais complètement les pédales. Donc on a eu une longue discussion autour de ça, et je me suis dit, ok, peut-être qu'il va falloir, d'une certaine manière, tâcher d'y remédier. Et donc pendant 4 ans, de 92 à 96, j'ai animé à Yaoundé à la première FM une toute petite chronique le matin, 3 fois par semaine, qui s'appelait Chlorophylle. Histoire simplement de pouvoir, on va dire ça comment, injecter dans la tête des populations, à l'heure où ils se réveillent le matin, où tout le monde est un petit peu frais, ne soit pas encore embêté par la journée, ces questions de biodiversité, de couche d'ozone, de déforestation, etc. Tu vois. Ça a duré 4 ans, c'était l'émission, on m'a dit, la plus écoutée, jusqu'à ce que la veille de la présidentielle de 98 ou 97, je me fasse stopper, sans comprendre pourquoi. C'est juste après que j'ai compris que j'ai commencé à devenir un personnage un peu embêtant, à parler d'environnement le matin à la radio, et d'ailleurs, un journaliste
m'a dit, j'ai l'impression que le matin, tu parles politique au lieu de parler d'environnement. Je lui dis, Christian, de toutes les façons, la question environnementale est une question politique. Whatever the case, tu vois, je veux dire. Et plus pour sortir de ça, à propos de Bolloré de la France-Afrique. Il faut comprendre aussi que si ce monsieur insiste absolument pour avoir toute la chaîne portuaire sur le continent africain, je ne parlerai que du Cameroun. Dans mon pays, il a récupéré 80 000 hectares de terre. Je me suis retrouvé un jour dans une agence de com avec un brief où il fallait communiquer sur ce qui s'appelle la Safacam, qui est une des entreprises pilotes là-bas et qui avait repris des palmeraies, des fermes suisses, de notre propre société camerounaise de je ne sais plus trop quoi là, enfin 80 000 hectares de terre. Quand je reçois le brief, je regarde tout ça, je dis, mais enfin, ça c'est bullshit. Reprenez votre brief, les gars. Moi, il n'est pas question que je m'occupe de travailler sur Bolloré. Et je crois qu'il a dû se faire jeter plusieurs fois. C'est pour ça qu'il a créé Havas. Ouais. Et qu'il a implanté Havas, en tout cas sur la chaîne sur le continent africain, et en particulier au Cameroun. C'est quelque chose de très vrai sur l'environnement. Est-ce que vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait le Probo Koala. Ce navire qui allait déverser, c'est-à-dire on prenait des déchets d'ici, on allait les mettre en Afrique, c'était à Abidjan, hein, c'est ça? C'était à Abidjan, et on allait les déverser. Et je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez le juge Borel? Vous avez déjà entendu parler? Oui, il s'est suicidé. Voilà. Alors, je vais vous dire parce que j'ai rencontré sa veuve il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré sa veuve il n'y a pas longtemps. C'est une magistrate aussi. C'est une magistrate qui a écrit un livre. Et elle m'a dit, en fait, ils ont trouvé pourquoi son mari a été tué. Il a été tué par l'armée française. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé qu'en fait, on ramenait des déchets nucléaires à Djibouti, de France. On les enfouissait sans rien dire à personne, ni au Djibouti, ni au truc. Il avait trouvé ça, il avait voulu diligenter une enquête préliminaire. Il a été suicidé à cause de ça. Il a été suicidé à cause de ça. Donc vous avez effectivement, pendant des années, alors peut-être ça se fait moins, mais vous avez... Oui, parce qu'on l'a accusé, de pédophilie, enfin on l'a vraiment traîné dans la boue. Et moi, j'ai une admiration profonde pour sa femme qui a su pendant 25 ans mener ce combat-là et trouver la réalité. Mais pendant des années, on a envoyé tous les déchets dont vous ne voulez pas en France, on les a envoyés en Afrique. Ça c'est clair, parce qu'on les déversait. J'ai parlé de Bangui avant, mais dans n'importe quel fleuve africain, vous avez des rejets. À Douala, la zone portuaire, mais c'est dégueulasse. On a sali parce qu'il n'y a pas de normes environnementales, parce qu'il n'y a rien, parce que, évidemment, ces ports-là qui sont acquis par Bolloré, ils ne respectent pas les normes ISO comme en France. Ils font n'importe quoi avec. Ils font n'importe quoi. Ils déversent des refus de mazout, de fuel, ça. Et la Sanaga, sur laquelle ils ont mis le premier barrage au Cameroun pour traiter l'alumine qui venait de Guinée. On est avant 1960. Les rejets de l'usine d'aluminium DDA vont directement dans la Sanaga. Les pêcheurs DDA ont déjà remarqué une mutation des crevettes de la Sanaga, mais ça, personne ne s'en occupe. Personne ne va prélever l'eau de la Sanaga pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. L'entreprise Diageo qui a racheté aujourd'hui la marque de bière Guinness chez nous. Guinness, la brasserie, déverse ses déchets dans les rivières de Douala. Les populations qui habitent au bord ont perdu toutes ces petites rues, c'est plus des rues des rivières. Mais ça aussi pareil, je veux dire que personne ne s'en occupe. Personne ne s'en occupe. Après, on a des grandes conférences. On est sur l'environnement, vous inquiétez pas. Bon, il est où le pognon? C'est ça un peu ce que font les dictateurs africains. Il est où le pognon? Amenez-nous, c'est une sorte de gadget qu'on utilise parce qu'on se dit, je vais parler un peu trivialement, on se dit les Européens ils aiment bien ça, l'environnement, sauver les machins. Donc on va leur soutirer un peu d'argent qui va servir à tout à fait autre chose. Il y a eu un truc qui était vachement vrai, c'est que WWF, à un moment, a fait un gros travail de préservation de la forêt au Gabon. Très bien, parce qu'il y a une forêt équatoriale qui est très riche en biodiversité. Sauf qu'il y avait les pygmées à l'intérieur. Et les pygmées, ils chassent. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés interdits de chasser. On les arrêtait en les mettant en prison parce qu'ils étaient braconniers. Mais aussi, ça peut être l'effet pervers de la lutte contre, de la protection de l'environnement. C'est-à-dire quand on ne réfléchit pas, je suppose que les braconniers pygmées ne faisaient pas trop de mal, en tout cas ne détruisaient pas la forêt équatoriale gabonaise. Ils étaient là depuis des gens, c'est des anciens peuples. Hein. C'est des peuples qui sont là depuis des centaines d'années. Et on les a parqués dans des sortes de réserves, un peu comme les Amérindiens
dans l'Utah, et on les a interdits de sortir. On a dit maintenant vous allez manger du manioc en conserve, et vous n'avez plus le droit de chasser. Les pauvres, enfin maintenant il y en a qui sont. C'est le même phénomène que les Amérindiens dans les années 1900 aux États-Unis, c'est-à-dire les gens ils sont devenus complètement alcooliques, ils sont dans un monde qui. Moi, en Centrafrique, je voyais des pygmées, ils n'ont aucune notion de l'argent. C'est-à-dire la question de l'argent, c'est pas quelque chose, c'est l'échange, le marchand, c'est-à-dire payer une pièce de monnaie contre un service, c'est pas quelque chose qui leur... donc entre guillemets, on joue avec eux, on les maltraite, on les traite comme des soldats, mais ça doit être... L'aspect entre romans, c'est pas seulement défendre les grands éléphants, il y a un super roman, je pense, Romain Gary, Les Racines du ciel, sur la défense des éléphants. Il avait pris concours, c'est dans les années 50, ça se passe au Tchad. C'est pas seulement un roman sur la défense des éléphants, c'est un roman sur autre chose, sur la fin de la colonisation, et puis c'est du Romain Gary, donc voilà, c'est forcément bien, c'est forcément super. J'ai mis Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Alors je pense que vous connaissez tous, vous avez tous vu Apocalypse Now. Apocalypse Now. Bah, c'est inspiré de cette histoire-là. Et en fait ça raconte l'histoire de quelqu'un qui part à la recherche d'un administrateur colonial qui a complètement pété les plombs sur le fleuve Congo. Il remonte le fleuve Congo et puis ça a été inspiré ça a inspiré le film de Coppola après par la suite. Donc c'est un super livre. Water Music, je parlais sur l'expédition de Mungo Park au Niger. Gros pavé mais vachement bien. Alors André Gide, Voyage au Congo. Ça s'appelle Voyage au Congo mais en fait ça parle pas du Congo. Parce qu'en fait l'éditeur Gallimard trouvait que c'était un beau titre. Parce qu'en fait il parle de son voyage en Centrafrique, au Cameroun et au Tchad. Mais le Congo, il est fait je crois une semaine, mais c'est un voyage qu'a fait Gide dans les années 30 et il s'est rendu compte des dérives de la colonisation. Il vient un peu comme le Candide, il n'a pas trop d'avis, c'est pas un militant à la base. Il a fait la même chose avec l'URSS, il s'est rendu compte des errements du stalinisme et il se rend compte qu'il y a des choses quand même qui ne fonctionnent pas avec, comme je disais avant, plus on s'éloigne des fleuves, plus on s'éloigne de la mer, plus la colonisation est très dure. Donc je pense que c'est important, voilà, ça c'est à lire, c'est une sorte de carnet de voyage, mais c'est très très éclairant sur ce que c'était la colonisation française quand même dans ces régions-là. Alors, 2 bouquins sur la France-Afrique. Thomas, voilà, ça c'est un bouquin, Lionel pourra en parler mieux que moi. Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Vous savez qu'au Cameroun, je te laisse la parole, en fait le Cameroun a été le Vietnam français. C'est-à-dire on a donné l'indépendance au Cameroun. Et jusqu'en 1972, on a fait la guerre à une guérilla avec des... Alors ça commence, on va dire... S'il fallait fixer ça, tu vois, le 13 juillet 56, un dimanche, l'Église catholique émet une homélie sur toute la nation qui décrète clandestine et communiste et athée l'UPC, entendez, l'Union des populations du Cameroun, un mouvement qui avait été créé le 10 avril 1948, donc au lendemain de la guerre, avec des cheminots qui portaient l'idéal de l'indépendance, et qui, eux, réclamaient, enfin, l'UPC réclamait l'indépendance sans condition. L'UPC est une branche du RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui était une entité inventée par De Gaulle avec Houphouët-Boigny pour pouvoir continuer le fameux empire français, l'Union française, dont rêvait le grand général qui voulait un grand empire. L'UPC de Oumniobé, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc du coup, la branche du RDA-UPC s'est séparée du RDA de Félix Houphouët-Boigny. Et elle a commencé à manifester son intention d'indépendance absolument sans condition, on va dire, totale. Donc le 13 juillet, l'Église catholique les déclare athées, communistes, etc., ne soutenaient absolument pas ces gens-là. Une année avant, en 1955, dans la ville de Douala, qui est donc le grand port, il y a eu un incident automobile en ville, etc., entre un blanc qui a cogné une dame, etc. Il a voulu s'enfuir, il a été rattrapé. C'est le départ d'une immense répression qui va durer jusqu'en 1972, en passant par 1958, quand Paris Focard donc installe un certain Amadou Ahidjo, qui est un obscur fonctionnaire des PTT, pour devenir le Premier ministre, qui va être élu président en 1960, après qu'en janvier, l'indépendance ait été octroyée. Et c'est seulement en 1972, après que pendant 17 ans, tout le pays bamileke, c'est-à-dire l'ouest du Cameroun, qui serait un petit peu comme du point de vue du paysage, l'Auvergne ici, ou la Suisse, elle était totalement napalmisée. Il faut savoir que les militaires qui viennent faire ce travail au Cameroun viennent à peu près tous d'Indochine. Et ils expérimentent, ils appliquent au Cameroun ce qu'on appelle la guerre contre-révolutionnaire, qui consiste à infiltrer la population, à
assécher, comme on dit, la rivière, pour que le poisson se retrouve tout seul. Donc c'est comme ça que c'est beaucoup plus facile de choper le poisson. Et ça va durer jusqu'en 72, en 2 phases. Donc une première phase en pays Bassa, qui est dans la forêt, etc., autour des grands fleuves, et la deuxième phase, c'est 1960 jusqu'en 72, donc en pays Bamileke, dans les montagnes, etc., où vraiment ça... Moi j'ai vu tout ça gamin, hein, ça massacrait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça peut être d'avoir 9 ans en 64, d'aller au marché avec sa maman, et puis au marché, des pics de bambou et des têtes fichées devant. Ils ont coupé des têtes. Ils n'ont pas coupé que des têtes des maquisards, comme ils les appelaient, hein. Mais ce n'est pas maquisards au sens noble de chez vous ici. Ils appelaient maquisards tous ceux qui étaient contre l'indépendance, etc. Ils ont fait mieux, pas, je dirais pas mieux que ça, mais en 66, ils ont tué Oumniobé, le leader de l'UPC en 58, dans la forêt. Ils ont tué Moumia en 61 à Genève, assassiné par un agent de l'SDE, la Main Rouge. En 1966, ils ont tué également le premier économiste au sud du Sahara, Hosseini Afana, qui a mis en évidence l'échange inégal entre nous, les pays du Nord. Ils lui ont coupé la tête dans son réduit. On n'a jamais retrouvé sa tête, on n'a jamais retrouvé son corps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a aucune trace du premier africain docteur en économie au sud du Sahara. Voici ce que le régime de M. Ahidjo, appuyé par Paris, a fait jusqu'en 72. Il a démissionné en 82 dans des circonstances qui restent pour moi à ce jour pas claires. Et il a cédé le pouvoir à un certain Paul Biya, qui est là depuis 82 donc, qui va avoir 85 ans cette année et qui va manifestement remplir là au mois d'octobre pour la prochaine présidentielle. Dans un pays où 35% de la population a moins de 25 ans. Il faut savoir que le haut-commissaire français au Cameroun, il s'appelait Pierre Mismer. Et c'est lui qui a mené la répression, Premier ministre de Pompidou par la suite. Lui qui a mené vraiment, avant l'indépendance, juste avant l'indépendance, qui a mené la répression d'une main de fer. On le voit, enfin il y a des vidéos de lui en disant qu'il faut tuer tous les maquisards. Il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle Autopsie d'une indépendance, par Valéry Ossogaël Leroy, dans lequel il dit que c'est d'un cynisme, mais c'est incroyable. Il dit, on a donné l'indépendance à ceux qui la voulaient le moins. Oui. Et alors, il y a une histoire absolument extraordinaire. Le premier président du Gabon, en tout cas, De Gaulle et Foccart avaient choisi Léon Mbia pour être le premier président du Gabon. Et Léon Mbia, il arrive à Paris, il a dit, il allait voir De Gaulle, puis il dit, mais papa, mais moi je veux pas de l'indépendance, on veut rester français. Et De Gaulle, il dit, non, on donne l'indépendance à tout le monde, donc le Gabon aura son indépendance. Bon, il dit, d'accord, ok, mais est-ce que je peux au moins garder le drapeau français? Comme le drapeau du pays. C'est véridique, hein, cette histoire. Ça y est, il a demandé. Donc, il choisissait en fait les soudards au Togo. Au Togo, c'était ça. Gnassingbé Adema, c'était un soudard de la coloniale qui a torturé en Algérie un champion de lutte qui était dans l'armée française en Algérie, qui a torturé les combattants du FLN. Et on l'a mis à la tête de l'État. On a mis les pires. On a mis ceux qui étaient incapables. Les Bokassa. Bokassa qui, le jour de l'enterrement de De Gaulle, tout le monde c'est très digne, tous les compagnons de la résistance, Yvonne De Gaulle, et puis tout d'un coup, il y en a un, Bokassa, il s'est jeté sur le cercueil, il dit « Papa est mort !» Il a fondu en larmes devant la mine atterrée de tous les compagnons de la résistance et de la France. Mais vraiment, c'est ça. Et ça serait folklorique si on le racontait comme ça, on le raconte un peu sur le ton de la plaisanterie. Mais c'est une réalité, ça veut dire que ça a fait des dizaines de milliers de morts. Le Cameroun en est un exemple. C'est Congo, la guerre qui a déchiré le Congo, qui a été financée par Elf. Elf tenait les deux côtés et finançait en fonction de celui qui